En 1986, McDonald's annonçait son intention d'ouvrir un nouveau restaurant gigantesque pouvant accueillir plus de 450 personnes sur la place d'Espagne de Rome, à proximité des premières marches de l'escalier de la Trinité des Monts. Nombre d'Italiens n'ont pas apprécié. Des membres du conseil municipal tentèrent de bloquer l'ouverture, tandis que le couturier Valentino, dont l'atelier était situé dans ce quartier, faisait valoir que les effluves des hamburgers allaient imprégner ses modèles de haute couture. « Ce qui nous dérange le plus, c'est l'américanisation de nos vies », déplora le réalisateur Luciano Di Crescenzo. Le maire mit sur pied une équipe spécialement chargée de traquer les emballages de hamburgers qui ne manqueraient pas, selon lui, d'envahir les rues. C'est dans ce contexte que Carlo Petrini, activiste et journaliste chevronné, lança un mouvement qu'il baptisa « Slow Food ». Un manifeste en définit les objectifs. Contre ceux, et ils sont légion, qui confondent efficacité et frénésie, nous proposons ce vaccin. Jouir sûrement, lentement, pleinement et sans excès du plaisir des sens. Afin de lutter contre l'avilissement du fast-food, commençons par la table avec le slow food et redécouvrons la richesse et les saveurs de la cuisine traditionnelle. Des sections locales de slow food commencèrent à s'organiser dans toute l'Italie. Le groupe promouvait les repas réalisés à partir d'ingrédients locaux et de saison, pris en commun et lentement. Au bout d'un certain temps, des objectifs connexes furent fixés, comme l'introduction de cours sur la cuisine régionale dans les lycées locaux et des actions pour préserver les produits traditionnels, à l'image du délicieux abricot du Vésuve, originaire de Campanie, une région du sud de l'Italie. En 1996, le mouvement organisa le premier Salon du goût à Turin afin de soutenir les traditions alimentaires et les artisans du cru. Organisé tous les 2 ans, l'événement attire désormais plus de 200 000 visiteurs venus goûter les produits de quelques 1500 stands. Aujourd'hui, il existe des sections slow food dans 160 pays. À première vue, le slow food peut sembler un mouvement de niche, un rassemblement de gourmets nostalgiques obsédés par le champ des possibles culinaires des abricots italiens. Jusqu'à récemment, c'est ainsi que je l'aurais moi-même perçu si je lui avais accordé un tant soit peu d'intérêt. Pourtant, tandis que je commençais à me pencher sur la problématique du travail et de la pseudo-productivité, la proposition de Carlo Petrini autour de cette prise de conscience alimentaire s'est puissamment imposée à moi. La révolution du slow. J'ai découvert l'univers du slow food grâce à mon attirance pour le mot « slow », qui me paraissait exprimer tout ce que la pseudo-productivité n'était pas. Je connaissais les origines du mouvement, McDonald's, Rome, les longs repas, et j'ai pensé qu'il pouvait constituer une habile analogie pour évoquer les alternatives au rythme délirant du travail. Cependant, en m'informant sur Petrini, je découvris que le slow food ne se résumait pas à de simples repas. Il s'agissait d'une émulation de 2 idées profondément novatrices pouvant être appliquées aux nombreuses tentatives visant à constituer un mouvement de réforme en réponse aux excès de la modernité. La première de ces idées est le pouvoir des options séduisantes. Comme le résume Michael Pollan en 2003 dans un article pertinent, au cours des années 1980, Carlo Petrini se sentait affligé par la morosité de ses camarades de gauche. Il y a une satisfaction personnelle à pointer du doigt les défauts d'un système, mais Petrini était convaincu qu'un changement durable nécessitait de proposer aux gens une alternative agréable qui célèbre la vie. Petrini ne s'est pas contenté de rédiger un pamphlet tranchant sur les forces corruptrices de McDonald's. Il a préféré prôner une relation nouvelle et attirante avec la nourriture, une relation qui mettrait en exergue l'évidente vulgarité de la restauration rapide. Ceux qui souffrent pour les autres font plus de mal à l'humanité que ceux qui se font plaisir, explique Petrini. La seconde idée, liée au slow food, est le pouvoir qu'offre le fait de s'inspirer des innovations culturelles qui ont fait leurs preuves. Dans le militantisme, il est tentant de proposer des idées radicalement nouvelles afin de préserver la possibilité utopique d'une solution virginale. Pourtant, Petrini a reconnu que pour proposer une option différente et séduisante à la restauration rapide,
il serait judicieux d'emprunter aux cultures culinaires traditionnelles qui se sont imposées au rythme d'essais et d'erreurs au fil des générations. Le slow food ne se contente pas de préconiser de rester plus longtemps à table. Il encourage les repas en commun, comme ce fut l'usage pendant des siècles dans les villages italiens. Le mouvement ne se fait pas uniquement l'avocat des ingrédients plus frais. Il recommande des plats que votre arrière-arrière-grand-mère aurait elle-même cuisinés. Les traditions qui ont survécu à l'évolution culturelle sont, selon Petrini, les plus susceptibles de perdurer. Au début de son article de 2003, Pollan admet que cet aspect nostalgique du mouvement l'a d'abord rendu sceptique. Les adeptes du slow food étaient des gourmets vieillissants, pensais-je, qui avaient à peu près autant à apporter au débat sur le système alimentaire que les amateurs de courses d'attelage à la polémique sur les SUV. Néanmoins, au fur et à mesure qu'il en apprenait davantage sur le militantisme novateur de Petrini, son attitude changea. Le slow food n'était pas tourné vers le passé pour échapper au présent, mais plutôt pour y puiser des idées susceptibles de repenser le futur. Pollan est revenu sur son scepticisme initial pour reconnaître que le mouvement apportait une véritable contribution au débat sur l'écologie et le mondialisme. Une fois mis en exergue, les deux grandes idées de Petrini visant à développer des mouvements de réforme, trouver des alternatives à ce qui ne fonctionne pas et tirer des solutions de traditions éprouvées, ne sont évidemment pas limitées à l'alimentation dans un sens fondamental. Elles peuvent s'appliquer à n'importe quel contexte dans lequel un modernisme incohérent vient se heurter à l'expérience humaine. Cette affirmation est validée par les nombreux mouvements slow qui ont émergé dans le sillage du succès du slow food, ciblant d'autres facettes de notre culture ayant souffert d'une précipitation irréfléchie. Comme le raconte le journaliste Carl Honoré dans son livre « Éloge de la lenteur » paru en 2004, ces mouvements de la deuxième vague rassemblent Città Slow, ou Réseau international des villes du bien-vivre, né également en Italie et qui s'engage à rendre les villes plus piétonnes, plus favorables aux entreprises locales et, plus généralement, plus respectueuses de leurs résidents. Sans oublier le mouvement Slow Medicine, qui revendique le traitement holistique de l'individu au lieu de se concentrer uniquement sur la maladie. Ou encore le Slow Schooling, qui tente de libérer les élèves du primaire de la pression scolaire, peste à enjeux élevés, environnement compétitif. Plus récemment, le mouvement Slow Media a mis en avant des alternatives plus durables et qualitatives aux pièges à clics, et le terme Slow Cinéma est de plus en plus utilisé pour décrire les films réalistes et essentiellement dépourvus d'arc narratif qui récompensent l'attention prolongée par une compréhension plus profonde de la condition humaine. Le mouvement slow a d'abord été perçu comme l'idée de quelques individus qui aimaient bien manger et bien boire, explique le maire de Bra, la ville natale de Petrini. Il s'est transformé aujourd'hui en une discussion culturelle beaucoup plus large, traitant des bénéfices liés à un mode de vie plus humain et moins frénétique. Une alimentation lente, des villes lentes, médecine, éducation, médias, cinéma, tous ces mouvements se sont construits sur une stratégie certes radicale, mais efficace, afin d'offrir aux gens un autre choix de modernité plus lente et plus supportable, s'inspirant d'une sagesse qui a fait ses preuves. À mesure que je découvrais ces idées dans le cadre de mes travaux sur les travailleurs du savoir, une idée s'est naturellement imposée. Afin de combattre l'inhumanité du surmenage professionnel actuel, peut-être aurions-nous plutôt besoin, plus que d'un mépris moralisateur ou que de nouvelles règles irréfléchies, d'une conception plus apaisée de ce que signifie être productif. À la recherche d'une meilleure solution. L'une des évolutions surprenantes de la période post-pandémie immédiate fut l'opportunité qu'elle a offerte de remanier en profondeur le mode de fonctionnement des professions du savoir. Au printemps 2020, ce brusque passage aux réunions virtuelles et au télétravail a secoué le secteur et l'a fait sortir de son train-train habituel. Une fois dissipée la diversion provoquée par l'urgence sanitaire, plus d'un ex-résident de bureau à cloison s'est demandé si d'autres changements majeurs étaient possibles.
Cette nouvelle attitude s'est perçue dans les querelles qui ont éclaté entre les salariés et leurs patrons à propos d'un éventuel retour au bureau. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.